Centre de calcul. Claude Schnegans, responsable du groupe graphique du centre de calcul. Serge Poulard, analyste programmeur. Serge Chicoine, programmeur. Gilles Gerbrandt, réalisateur au centre audiovisuel. Alain Brassard, opérateur au centre de calcul. Le générique de Mosaïque et la séquence de bienvenue que nous venons de voir a été réalisée grâce à un ordinateur. Claude Schnegans, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui est à l'origine de ces réalisations? Eh bien voilà, l'ordinateur CDC 1700 qu'on a ici, au centre de calcul, était nettement sous-employé. La raison est la suivante, elle est simple, c'est que pour faire du traitement graphique à l'ordinateur, ce qui est permis avec celui-ci, cela demande beaucoup plus de connaissances et d'entraînement que l'ordinateur classique comme le 6000 qui est à côté. Il y a énormément de programmes à utiliser, il faut savoir les utiliser, il y a donc beaucoup d'erreurs faisables. Et on s'est aperçu que les usagers en général, n'étaient pas prêts à faire l'effort supplémentaire pour apprendre toutes ces techniques de programmation. Alors on s'est dit, à ce moment-là, on va l'utiliser nous-mêmes. Et on va trouver des applications à faire nous-mêmes au centre de calcul sur l'ordinateur. Et il y a une chose qui est très intéressante de faire, qui s'est d'ailleurs déjà faite ailleurs, c'est de faire du cinéma d'animation en utilisant l'écran cathodique. C'est-à-dire on affiche des graphiques sur l'écran et on photographie image par image avec une caméra spéciale. Oui, mais en dehors de ce côté un petit peu ludique, ce jeu, est-ce qu'il est déjà question d'envisager d'autres applications? Oui, on a évidemment les étudiants du département d'informatique qui prennent des cours en langage graphique, méthode graphique, traitement graphique, etc. Et ils utilisent énormément l'écran pendant la journée, évidemment. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ça pourrait être destiné aussi à d'autres secteurs de l'université? Oui, c'est ça, mais alors malheureusement, comme je disais tout à l'heure, ça demande un effort de programmation pour celui qui n'est pas informaticien, c'est pas son métier, il utilise l'ordinateur comme outil. Or, il se trouve que c'est un outil assez compliqué à utiliser, et ça prend au moins 1 mois ou 2 avant d'arriver à sortir quelque chose de valable, et les gens se découragent assez rapidement. Ça demande donc une collaboration assez étroite avec des informaticiens chevronnés. C'est ça, c'est exactement ça. Le physicien, par exemple, qui voudrait l'utiliser, le mieux, c'est qu'il fasse appel à un informaticien spécialisé là-dedans, il lui explique exactement ce qu'il veut faire, et on travaille ensemble pour réaliser la chose. Est-ce que vous pourriez quand même nous montrer une des applications, c'est-à-dire essayer de démonter le mécanisme de la séquence que nous venons de voir? Oui, alors justement, ça c'est donc une des choses qu'on fait. On est en train de préparer un système très général pour pouvoir filmer le plus de choses possible, pour toucher un peu toutes sortes de clientèle, pour que des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, un peu n'importe qui, puissent venir nous trouver et qu'on puisse avec le même système, sans trop de travail de programmation, faire le film en question. Alors justement, est-ce qu'on peut le voir? Oui, alors la séquence qui a été produite tout à l'heure a été faite par une routine qu'on est en train de mettre au point. Alors on va voir, on peut éteindre la lumière là. Alors, à l'aide de cette grille, je vais pouvoir dessiner une courbe. Alors, je ne sais pas si on peut le lire sur l'écran, mais je pèse sur un bouton lire courbe 1 et je dessine une courbe quelconque à la main. Comme ceci. La machine me demande le degré de précision dont j'ai besoin.
On va mettre ceci par exemple. Alors là, elle fait des calculs et elle a mis en mémoire la courbe sous une version simplifiée avec un lissage pour que la courbe soit plus belle. Maintenant, je lis une courbe 2. Par exemple, quelque chose comme ceci. Alors, elle fait les calculs, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir définir une séquence d'animation. La machine me demande le nombre d'images que je veux. Alors, pour que ce soit pas trop long, on va en mettre une douzaine. Voilà. Alors, voilà la courbe 1 qui progressivement se transforme par interpolation et va finir par avoir exactement l'allure de la courbe 2. Alors, c'est exactement comme ça qu'on a créé la séquence qu'on a vue au début de l'émission. Maintenant, je peux, si je veux partir de cette courbe pour aller vers une autre, je permute les courbes, je redéfinis la courbe 2. Alors évidemment, là, les courbes n'ont qu'une allure, je fais n'importe quoi. Là, j'ai pris un degré de précision assez faible, ce qui fait que la courbe est très approximative. Alors, on repart de la courbe de tout à l'heure, et on va revenir sur la dernière que je viens de définir. Alors, ceci ne constitue pas évidemment l'ensemble du système, mais c'est simplement une partie qui est en train d'être mise au point, qui servira évidemment pour beaucoup d'applications. Tous les graphiques faits à main levée pourront être représentés sous cette forme. Bon, merci. Nous venons de voir une séquence animée d'un mouvement. Serge Poulard, qu'est-ce que l'ordinateur peut réaliser qu'un graphiste, enfin qu'un homme, ne peut pas faire? L'ordinateur doit être utilisé pour sa puissance de calcul. L'ordinateur est capable d'effectuer des calculs qui seraient inextricables, je pense, pour le graphiste conventionnel. On peut expliquer ça d'une manière très simple. Supposez que un graphiste ait à reproduire la courbe qu'on a vue. Il faut que pour chaque image, il faut qu'il fasse un calcul, pratiquement. Ce calcul, l'ordinateur le fait à toute vitesse, lui. Bien entendu. Bien entendu, il peut faire des milliers et des milliers d'opérations à la seconde, ce qui résout un bon nombre de problèmes de temps et de mise en œuvre. Je vais vous donner, par exemple, un cas qui a été traité ici au centre de calcul, qui n'est rien d'autre que la représentation d'une membrane de caoutchouc. Le problème de la membrane de caoutchouc, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire un schéma. Supposez un carré dans lequel vous traciez une lettre. Je représente un A. Supposez maintenant que vous vouliez tracer un quadrilatère dans lequel le A apparaisse, mais déformé, suivant le principe d'une membrane de caoutchouc. Vous auriez quelque chose de ce type. Ce problème-là est très complexe. Il demande pour chaque point peut-être une dizaine de calculs, alors que l'ordinateur va le résoudre en quelques millisecondes. La juxtaposition de ces quadrilatères donne l'aspect d'une grille déformée dans laquelle vous pouvez placer un symbole, la flèche. Ici, le sigle de l'Université de Montréal. Vous avez maintenant des cercles en plein et en creux. Ici, vous avez un effet d'ombre. C'est toujours un même motif déformé suivant le principe expliqué. Dans quel secteur, par exemple, est-ce qu'il y a eu des applications? L'application la plus fondamentale que nous avons présentée jusqu'à l'heure actuelle, c'est un film qui était conçu pour M. Berthaud, un professeur de mathématiques de l'Université de Montréal. Et c'est exactement ce principe qui prévalait? Non.
Non, ça n'était pas du tout ce principe-là. C'est un problème qui était beaucoup plus complexe que celui-ci. C'était le problème des lignes cachées. C'est absolument essentiel, ceci pour avoir l'image, pour savoir comment se trouve et située notre cloche. Notre cloche ressemble à celle de tout à l'heure. Nous attribuons à ρ la valeur 1/3. Problème beaucoup plus complexe en effet que celui des lignes cachées, puisqu'il s'agit en quelque sorte de simuler l'œil humain, c'est-à-dire de ne pas tracer ce qui n'est pas vu. On voit ici par exemple qu'une partie de l'ellipse a été éliminée, celle qui se trouve derrière le sommet de la cloche. De même, les axes ont été remplacés par des pointillés. Alors ce problème peut paraître évident comme ça à première vue, mais mathématiquement, il est très ardu. Pour réaliser ce film, on a fait un programme spécial sur mesure en quelque sorte, ce qui n'est évidemment pas une solution économique et rentable. C'est pourquoi on travaille à l'heure actuelle sur un système beaucoup plus général qui permettra à l'avenir de réaliser toutes sortes de films pour des fins pédagogiques. Jusqu'à présent, on s'est occupé des applications sur écran cathodique. Mais Gilles Dierbrandt, je crois qu'il y a d'autres applications du graphisme par ordinateur. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir les choses sur l'écran comme on a vu et de les faire bouger, il y a moyen aussi évidemment de faire des graphiques tracés sur le traceur de courbe. Alors on peut peut-être faire un dessin pour expliquer grosso modo comment marche le traceur de courbe. Oui. Le principe c'est très simple. Nous avons ici au centre de calcul le traceur de courbe qui existe, c'est un traceur à rouleau. C'est-à-dire il y a un rouleau comme ça sur lequel le papier est enroulé. Et puis il y a un stylo qui bouge sur un axe comme ça et qui peut tracer. Alors le rouleau tourne, et le rouleau tourne, ce qui peut permettre de produire une ligne comme ça par exemple, et en même temps on peut faire bouger le crayon sur l'axe ici sur lequel il est implanté, si bien qu'on peut obtenir des lignes comme ça, et par la combinaison d'un effet horizontal et d'un effet vertical, on peut obtenir n'importe quelle espèce de courbe. Alors si on veut, on peut peut-être regarder des choses justement qui ont été tracées sur le traceur, qui ont été photographiées ensuite. Oui. Donc ça c'est un graphique de Claude Schneegans qui est un graphique, disons, très scientifique. L'équation est plus écrite là-dessus, mais sur l'original on voyait l'équation, je ne peux pas vous la dire parce que je ne la sais pas de mémoire malheureusement. Bon, disons que ça c'est un autre graphique qui a été fait pour tester le programme de déformation de surface qui avait été créé par Serge Poulard. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un motif avec Maxime Renard qui donne une certaine idée de profondeur, et puis en plus il y a une déformation qui a été appliquée, qui serait centrée, mettons à peu près ici, assez loin, puis qui se propage comme ça, de façon sinusoïdale, qui donne un effet assez saisissant, je crois, au point de vue visuel. Autre chose, ça aussi c'était fait avec le programme de déformation de surface. C'est la méthode de la déformation de la surface de caoutchouc que Serge a expliqué tout à l'heure. Ce graphique particulier a été exécuté lors de la visite que nous a rendue Abraham Moltz il y a quelques mois, là, quand il était venu au congrès de philosophie. L'idée de ce graphique est peut-être assez intéressante, c'est que le petit élément qui se trouve à l'intérieur de chacune des cases, si on veut, correspond à exactement la même forme que la forme globale, c'est-à-dire la forme unitaire est la même que la forme globale. On peut peut-être passer à autre chose qui sera peut-être plus difficile à voir en télévision, mais c'est assez intéressant, ça vient juste de sortir, c'est la couverture du mois de novembre d'une revue canadienne d'informatique qui s'appelle Canadian Data System et qui a été dessinée ici au centre de calcul de l'Université de Montréal. C'était une collaboration entre un artiste de Montréal qui s'appelle Milenko Horvat et puis Serge Poulard du centre de calcul. C'est une série de variations sur une grille déformée à laquelle on avait en plus donné une certaine forme qui avait été déterminée par l'artiste, et puis diverses variations ont été appliquées pour obtenir un jeu sur les formes comme ça. On voit qu'il y a de nombreuses applications au graphisme à l'ordinateur, et en particulier des applications artistiques. Est-ce que vous envisagez d'exposer ces œuvres? Parce que je suppose qu'il y en a quand même beaucoup d'autres que nous n'avons pas vues tout à l'heure, aujourd'hui. Ouais. Bon, disons qu'on a déjà participé effectivement à un certain nombre d'expositions aux États-Unis, à Toronto, etc. Et un certain nombre de choses ont été reproduites aussi dans les journaux comme Canadian Data System qu'on voit là. Il y a eu une exposition à Duluth, dans le Minnesota, qui était un colloque sur
l'art, la musique et l'ordinateur, qui n'était pas tellement extraordinaire, mais je crois que nos choses étaient, il faut le reconnaître, parmi ce qu'il y avait de mieux. Ensuite, il y a eu l'exposition à Toronto du Computer Show, où on a montré un certain nombre de graphiques, dont celui-là d'ailleurs qui a été retenu par l'éditeur qui nous a demandé l'autorisation de publier sur sa couverture. Et puis quand Abraham Moll est venu, il a récupéré un petit assortiment de graphiques dont il va se servir dans l'édition allemande de son livre Art et ordinateur, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous envisagez de faire une exposition dans le cadre de l'université? C'est possible, oui. Mais disons que le problème pour nous, c'est que la plupart de ces graphiques ont été faits soit à titre de test, soit pendant la fin de semaine, ou disons un peu sur notre temps libre, beaucoup plus que sur le temps de travail. Parce que notre but, c'est pas du tout... le but du groupe ici, c'est pas de faire des choses artistiques, c'est de faire des applications pédagogiques. Alors les choses artistiques, ben, nous on aime bien en faire, on en fait sur notre temps libre, mais c'est pas le but principal de l'opération, si vous voulez. Malheureusement, parce que... c'est peut-être dommage, mais il n'y a pas de département d'art à l'Université de Montréal, il y a juste un département d'histoire de l'art. Très dommage parce qu'on a là un outil qu'on est les seuls à avoir au Québec et on ne peut pas s'en servir du côté artistique tellement, s'il vous plaît. Les images que vous voyez en ce moment sont extraites d'un film que le groupe a réalisé en collaboration avec Roger Wilder, qui est un artiste cinétique de Montréal. Ce que vous avez vu tout à fait au début, c'était la séquence de base qui avait été créée par l'artiste. Cette séquence de base a été ensuite retravaillée à l'aide d'un programme que le groupe a créé, qui est un programme qui s'appelle Philémon, ce qui veut dire programme de film et de montage. Ce programme permet de composer des images complexes à partir d'images simples en faisant des combinaisons. Et vous voyez, vous avez sous les yeux en ce moment des combinaisons qui ont l'air aléatoires, qui en fait sont programmées par Philémon. Là, vous avez revu la séquence de base et maintenant, ce sont des images en quadrature qui sont envoyées en même temps, ce qui donne un effet très saisissant que vous voyez là. L'ordinateur ne propose pas que des applications graphiques, mais également des applications musicales. Le générique de Mosaïque en témoigne, et Robert Dupuis, qui fait partie du groupe Informatique Musique, a participé à la composition du musical du générique de Mosaïque. En fait, non, c'est Denis Lorrain de la faculté de musique qui a composé le générique de Mosaïque. Denis Lorrain est un autre membre du groupe Informatique Musique. De qui se compose-t-il? Dans le groupe Informatique Musique, il y a M. Jean-Marie Cloutier, qui est professeur à la faculté de musique, M. Robert Léonard, aussi professeur. Les autres sont Robert Forêt, qui est pianiste, Denis Lorrain, compositeur, Alain Fortin, compositeur, et moi-même. Comment est-ce que l'on compose de la musique à l'aide de l'ordinateur? De la même façon qu'on peut composer, enfin, tout ça dépend de la personnalité propre du compositeur. C'est tout simplement, l'ordinateur est simplement un outil à ce moment-là qu'on peut utiliser. Par exemple, il y a certaines théories nouvelles en composition où on utilise par exemple des techniques mathématiques, genre musique stochastique, où à ce moment-là... Qu'est-ce que c'est la musique stochastique? Je peux vous faire un espèce de dessin. On peut supposer que le compositeur peut très précisément déterminer la forme de son œuvre. Alors c'est ce que je représente schématiquement comme ça, par une espèce d'enveloppe, si on veut. Et peut aussi déterminer la texture interne de son son à l'intérieur de cette enveloppe, de cette évolution de son œuvre, en spécifiant cette texture-là par des lois très très précises qu'il peut formuler à l'aide de formules mathématiques, de formules de statistiques. Et à ce moment-là, l'ordinateur va s'occuper de remplir, si on veut, les espaces sonores et les espaces temporels de la façon que le compositeur l'a spécifié, tout simplement en calculant très précisément que chaque note doit être à tel endroit pour obtenir un effet total.
Bon, il s'agit en somme de sélectionner certaines intensités sonores et on a comme ça une musique qui est déterminée. Oui, ça c'est une technique parmi tant d'autres. Enfin, c'est une façon de le faire. En plus, évidemment, on a un contrôle extrêmement précis sur toutes les dynamiques de très très doux, pianissimo jusqu'à très fort, quoi. Et tous les rythmes peuvent être très facilement imbriqués, etc. Et ça, c'est simplement le côté composition. C'est-à-dire à ce moment-là, l'ordinateur nous fournit non pas un son, mais une partition ou l'équivalent d'une partition, c'est-à-dire une liste sur page d'imprimante qui peut être ensuite traduite en partition conventionnelle. Cette partition conventionnelle avec une portée et des notes? Oui, avec une portée ou des notes. Ou enfin, maintenant, on utilise plusieurs systèmes d'écriture. Alors, ça dépend de la technique du compositeur. La technique du générique musical de Mosaïque, de quoi procède-t-elle? Bon, alors ça, c'est tout à fait différent. C'est la musique électronique. À ce moment-là, l'ordinateur a été utilisé non pas pour composer, mais pour produire le son. À ce moment-là, le son que vous entendez est vraiment l'objet non pas d'instruments conventionnels, genre violon, trompette et j'en passe, mais c'est une opération électronique physique qui provient d'un ordinateur. Et à ce moment-là, la composition a été faite très normalement par Denis Lorrain sur un papier avec un crayon qui a déterminé qu'à tel endroit, il y avait tel événement sonore, etc.